Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, nous parlons du véhicule d'occasion, le VO, qui change de dimension. Pourquoi ? Parce qu'on va peut-être arriver à cette parité du 1-1 entre le VN et le VO. Ça reste une légende, un mystère, mais en tout cas, le VO change de dimension. On va accueillir nos invités pour en parler. Le président d'Aramis Auto, Guillaume Paoli, bonjour. Bonjour. Agnès Van de Waal, vous êtes la directrice du remarketing chez Arval France. Bonjour, merci d'être là. Et Jean-François Maréchal, bonjour. Bonjour. Président d'Alcopa Auction. Berislav Kovacevic est avec moi, président et fondateur de Solutions VO. Ce VO qui change de dimension, pourquoi ? Pour 3 raisons. On a la chance justement d'avoir des invités assez exceptionnels qui mesurent tous les jours l'impact de la prime à la conversion. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Sur le business VO qui reste toujours aussi dynamique, même si à cause des problèmes de carte grise, on a eu quelques ratatouilles au niveau des statistiques nationales, mais ils le vivent. Des ratatouilles donc. Pourquoi pas ? Parlons un peu cuisine. Quand on parle VO, c'est toujours compliqué de ne pas faire bouillir des VO trop longtemps en stock, si je peux me permettre cette image. Après, il y a d'autres dimensions qui sont la digitalisation. Même si Jean-François, il pourra le dire, est leader en vente physique, sa digitalisation monte énormément. Quant à Aramis, Guillaume va pouvoir nous le dire aussi, parce que la télé ne lui suffit plus, il est partout sur Internet et les ventes Internet sont exceptionnelles. Puis même en B2B et avec du B2C, on a des plateformes de revente de buyback qui sont assez exceptionnelles. Alors justement, avec ces éléments, on va pouvoir commencer. Peut-être une première question, Berislav, celle que tout le monde se pose. La prime à la conversion, évidemment, ça vous a étendu aux véhicules d'occasion, ça vous a tout changé ? Alors, ça n'a pas tout changé, mais il y a 2 éléments. Nous, c'est à peu près 6 ou 7% de nos ventes, donc c'est toujours positif, mais ça n'a pas forcément révolutionné les choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça a mis un peu le VO sur le devant de la scène, y compris chez les pouvoirs publics, qui avaient longtemps méprisé ce marché. Et on a enfin compris que ça peut être intéressant de proposer une expérience de première classe à ses clients VO, qui sont les gens qui portent des gilets jaunes en ce moment et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture neuve, si l'objectif est bien sûr de moins polluer. Oui, on peut acheter une voiture moins polluante qui n'est pas forcément une voiture neuve. D'ailleurs, ça faisait partie, depuis quelques années maintenant, des propositions du CNPA. Les diesels actuels ou même récents polluent quand même 10, 20, 50 fois moins que les diesels d'il y a 15, 20 ans. Mais ça, on a l'impression que les gens ne sont pas au courant de ça. C'est quand même étonnant. C'est vrai que le démarrage de la prime à la conversion a été un petit peu laborieux sur le VO, parce que traditionnellement, Guillaume en parlait, la prime à la conversion était réservée au VN. C'était une vraie innovation en 2018. Et c'est monté en puissance progressivement. Et on a senti, nous, au 2e semestre, l'essentiel de nos VO qu'on recommercialise chez Arval France, c'est des VO récents qui sont normes Euro 6, donc qui sont éligibles à la prime à la conversion. Et on a senti vraiment une montée en puissance au 2e semestre de ces dossiers et de ce soutien sur le VO. Aujourd'hui, les dossiers VO, ça représente plus de 60% des dossiers de prime à la conversion. Donc c'est un franc succès. Et ce qui fait que sur l'année, le gouvernement va complètement dépasser ses estimations de dossiers prime à la conversion, notamment tiré par le succès des dossiers VO. Quand vous parlez des véhicules que vous venez d'évoquer, c'est des voitures qui ont quoi, 3-4 ans ? C'est des véhicules qui ont 3-4 ans, oui. Et est-ce que c'est aussi parce qu'on est en France, en tout cas, dans, j'allais dire, une mentalité où on achète une voiture d'occasion, du coup ça a gagné un peu ce secteur-là qui est un petit peu justement réservé au VN ? Je pense que Guillaume l'a dit très bien. En fait, le véhicule d'occasion, en termes de budget, ça adresse quand même pas du tout les mêmes clients. Un véhicule d'occasion, nous, typiquement nos véhicules d'occasion, ça va être des budgets 50% inférieurs à un budget VN. Et donc le fait de pouvoir offrir à des particuliers qui n'auraient pas les moyens d'acheter un VN, parce qu'aujourd'hui acheter un VN sur le particulier, c'est quand même réservé à une petite partie de la population et plutôt âgée. C'était bien vu parce que ça, c'est un vrai dispositif qui permet de rajeunir le parc. D'autant plus qu'en général, quand vous avez une épave ou un véhicule qui est vieux, c'est que vous n'avez pas trop de moyens. Donc
le véhicule d'occasion en termes d'éligibilité à la prime à la conversion a d'autant plus d'intérêt. L'immobilier récent par rapport à l'immobilier neuf, c'est déjà beaucoup mieux que de l'immobilier ancien. Et on le voit bien, hein, des clients à 4-5 ans, ça reste un véhicule extrêmement récent, surtout bien entretenu dans un contrat de LLD. Même dans les salles de vente aux enchères, hein, Jean-François, je pense que même avec des véhicules de plus petit prix, on a une clientèle de qualité qui a besoin aussi d'une deuxième, troisième, quatrième voiture, pas que d'une première. Ouais, c'est exactement ça. Alors on est certainement les acteurs dans le monde des enchères qui ont été les moins impactés par la prime à la conversion du fait de notre manière de vente et de la typologie des produits que l'on vend. Ça a modifié notre sourcing. Par contre, on a clairement diminué le nombre de véhicules très âgés qui sont partis directement, effectivement, du coup, à la casse. Par contre, ça a accéléré, effectivement, les ventes à particuliers qui sont venus de plus en plus nombreux dans nos salles pour bénéficier, effectivement, de bonnes affaires grâce à la prime à la conversion. Que devient le VN dans tout ça? Est-ce qu'il n'est pas impacté aussi? Parce que quand on survend, évidemment, le véhicule d'occasion, que devient le VN? Le marché VN est bien orienté, hein, il est en croissance de 5%. Il est bien orienté, donc non, ça pose pas de problème. Et nous, d'ailleurs, une bonne partie des primes à la conversion qu'on fait sont sur les 0 km, qui sont certes des voitures d'occasion, mais... voilà. On y vient. Il y a VO et VO. Alors, nous, on a une large majorité de vrais VO, mais il y a quand même quelques 0 km qui bénéficient de la prime à la conversion. Donc, mais le marché VN, non, n'est pas impacté par ce mouvement. Oui, et puis il n'a pas le même problème que le VO avec l'offre et la demande. Là, en VN, vous fabriquez industriellement des produits que vous soutenez avec des LOA, 74% des ventes qui poussent ces voitures-là. On a un petit problème par contre en VO, même récent, qui est que l'offre et la demande, on ne la fabrique pas, on la subit. Et aujourd'hui, on a énormément de clients qui cherchent des véhicules d'occasion, mais qu'on n'a pas encore fabriqués. Là-dessus, je pense que vous avez sûrement... C'est vrai que le marché du VN a très très fortement évolué. Il y a 7 ou 8 ans, l'essentiel des ventes VN se faisait avec un financement classique. Aujourd'hui, ça se fait en formule locative. La particularité de ça, c'est que ça permet pour les constructeurs de proposer des loyers très attractifs et surtout de fidéliser et d'accélérer le renouvellement du VN. L'impact sur le marché du VO, il est fort, hein, parce que c'est cette explosion des formules locatives, c'est plus de 70% des financement affecté de VN, ça crée du VO. Mécaniquement, ça crée du VO. Et donc, on commence à voir arriver en concession cette vague de formules locatives qui a commencé à exploser à partir de 2013-2014, qui a commencé à rentrer 2016-2017, qui continue à rentrer de plus en plus. Et ça vient alimenter l'offre VO. Et avec une demande en face, des particuliers qui évoluent aussi très fortement, qui s'orientent vers des motorisations moins dieselisées, vers plus d'essence, vers plus d'hybride. Donc sur le marché du VO, on a des configurations assez intéressantes, plus d'offres et une demande du particulier qui évolue très vite. Hein. Moi, je pense que ça sera tout l'enjeu effectivement des années à venir, notamment pour les réseaux de distribution ou des constructeurs via leur réseau, c'est d'écouler effectivement tous ces véhicules initialement vendus à travers des contrats de LOA et qui vont créer un sourcing quand même important pour les années à venir. Je pense qu'il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui qui sont en train de réfléchir à la manière dont ils peuvent écouler du mieux possible, effectivement, ces vagues importantes de retours qui sont en train de se préparer. Pour atténuer le choc des valeurs résiduelles qui est quand même réel au bout de 3 ans, qui aurait cru il y a 3 ans qu'on diaboliserait autant le diesel, par exemple, et on a quand même des centaines de milliers de contrats en LOAVN qui sont dialysés. Si les concessionnaires ne savent pas, ils auront besoin d'appui, ne savent pas recommercialiser ça en LOAVO, en même 2 cliquets derrière, c'est-à-dire du 3 à 6 et du 6 à 9. Là, effectivement, ils vont avoir besoin de nouvelles techniques de vente ou digitales ou financières pour y arriver. Mais ça veut dire qu'on a tout un apprentissage à faire sur la gestion des stocks aussi et sur la gestion des espaces, non? J'imagine, dans les différentes... là j'ai l'impression qu'il y a un flottement. Non, au contraire, ça fait partie justement c'est le nœud du problème et c'est le nœud effectivement, c'est le cœur des réflexions aujourd'hui des réseaux. Nous, on travaille beaucoup sur cette partie-là parce que c'est un métier que l'on a développé sur les 4 dernières années. Je dirige Alcopa Auction depuis 7 ans et aujourd'hui, je ne fais pas du tout le même métier que de celui que je faisais à mon arrivée chez Alcopa. Aujourd'hui, effectivement, on travaille bien en amont sur le
pricing des véhicules et sur toute la logistique qui, effectivement, à partir du moment où ces véhicules arrivent là. Aujourd'hui, la logistique est quasiment le point le plus important devant la performance de vente. Voilà. S'il faut retirer les véhicules très rapidement des concessions, les ramener sur nos plateformes pour les vendre effectivement mieux derrière. Voilà. Ça n'a pas l'air trop de vous inquiéter, Guillaume Paoli? Non, parce que en fait, nous, on choisit les véhicules qu'on achète. Alors, sauf ceux de particuliers, parce qu'on a une promesse de reprise qui est tout véhicule, quel que soit son âge, son état, etc. Exactement. Donc, mais globalement, on a la capacité de choisir les véhicules qu'on peut proposer. Et ensuite, il y a un vrai décalage entre l'offre et la demande, puisque les voitures d'occasion d'aujourd'hui, c'est les voitures neuves d'il y a 5-6 ans. 5-6 ans, on était à peu près à 65% de véhicules diesel. Le pic, c'était 73 en 2011. Et donc, aujourd'hui, il y a un décalage entre l'offre et la demande. Mais ça se règle quand même par le prix. Ça se règle par le prix, parce qu'il y a des clients qui viennent et disent « Ah, va des rétros, je ne veux pas avoir de diesel ». Quand vous leur proposez des bonnes offres en diesel, éventuellement avec une LOA, alors évidemment, si la personne habite à Montrouge et qu'elle rentre dans Paris, c'est pas la peine, on ne propose pas de diesel. Mais quelqu'un qui habite un peu plus loin, qui utilise moins sa voiture en centre urbain, peut-être qu'elle va acheter une voiture et elle essayer de l'user jusqu'au bout, pas essayer de la revendre, et puis voilà. Ou alors prendre une formule locative. Oui, c'est là qu'on a, et je vous interromps, pardon, mais on a, faire une parenthèse, on a beaucoup diabolisé le diesel, beaucoup encore, mais on s'est rendu compte, surtout ces tout derniers jours, que le diesel était entre guillemets nécessaire et qu'il allait quand même continuer dans les années qui viennent. On peut rayer de la carte un parc de 32 millions de voitures qui est quand même à 65% dieselisé, rayer de la carte des centaines de milliers de professionnels qui en vivent, sachant quand même qu'il s'améliore. Je l'ai dit tout à l'heure, un diesel de dernière norme, d'ailleurs c'est sorti la semaine dernière, Pierre, les 270 derniers moteurs diesel Euro 6B sont plus propres que les derniers essences. Ça ne se sait pas encore trop. C'est comme les embouteillages en accordéon, c'est-à-dire qu'il y a une file qui avance et l'autre qui recule. Et voilà. Mais c'est compliqué parce que quand vous regardez ça, après, c'est si les gens conduisaient comme dans les normes. En fait, les gens ne conduisent pas comme dans les normes. Donc selon les nouvelles normes WLTP qui sont quand même plus proches de la plus proches, mais qui ne sont pas identiques. Donc après, il y a des débats sans fin que nous, on n'est pas compétents pour Jean-François Maréchal, pardon, vous vouliez dire quelque chose avant qu'on parle du diesel? On était parti sur... Non, mais c'est vrai que sur l'avenir du diesel, on entend beaucoup de choses sur le diesel. Et c'est compliqué parce que les pouvoirs publics ont fait finalement... les pouvoirs publics, les municipalités ont beaucoup fait changer le comportement des particuliers, les orienter vers l'essence parce qu'il y a ces interdictions ou ces restrictions de circulation qui concernent le diesel. Parce que l'essence pollue plus sur la santé publique et notamment en dioxyde d'azote. Par contre, le diesel est meilleur pour la couche d'ozone. En termes de pollution environnementale, le diesel est plus vertueux que l'essence. Et donc la fiscalité sur certains aspects, notamment pour les flottes d'entreprises, et par rapport aux lois de roulage que les clients en flotte d'entreprise peuvent avoir, favorise à contrario le diesel. Donc là aussi, on a un gap dans ce qu'on met à la route entre des particuliers qui vont plutôt s'orienter vers de l'essence parce que toutes les restrictions de circulation vont les orienter vers l'essence, et les flottes d'entreprises qui sont en train de se réorienter, mais qui restent encore en grande majorité sur du diesel parce que leur loi de roulage, même si le prix à la pompe s'équilibre, quand vous êtes gros rouleur, le diesel revient moins cher que l'essence, et la fiscalité d'entreprise les oriente encore plutôt vers le diesel. Je vais revenir à ce que n'a pas terminé Jean-François tout à l'heure, c'est qu'en fait on parlait de pricing, et d'ailleurs Guillaume l'a évoqué, un véhicule, quelle que soit sa motorisation, au-delà des instances politiques qui se cherchent elles-mêmes, il y a une réalité économique. Et sur la réalité économique, les distributeurs ou les professionnels du VO, et Dieu sait que les volumes là autour de la table sont énormes, on a toujours du mal à connaître les chiffres, mais on parle de quand même plusieurs dizaines de milliers de voitures pour chacun des invités. Très clairement, aujourd'hui, le pricing est fondamental, comme le reconditionnement l'est. Alors évidemment, des voitures bien reconditionnées, c'est la promesse d'Aramis, et des voitures avec un bon prix, c'est aussi la promesse, mais c'est obligatoire aussi sur une plateforme B2B, c'est également obligatoire dans une salle de vente aux enchères. Ça, clairement, on sent que beaucoup de professionnels ont du mal à passer ces deux caps, qui sont souvent les deux points durs. Combien j'achète, combien je vends, à quelle vitesse, la gestion des stocks que vous
vous évoquiez, Pierre, et puis surtout la promesse client en termes de qualité de reconditionnement. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème pour beaucoup de concurrents sur le VO. C'est vrai qu'on parle beaucoup de reconditionnement chez Aramis, mais c'est vrai ailleurs, j'imagine, évidemment. Alors, l'essentiel de nos ventes chez Arval, nous le faisons sur notre plateforme digitale Motortrade, qui est une plateforme B2B. Donc, on revend en l'état. Mais par contre, sur cette plateforme digitale, une des grandes forces des plateformes digitales, et qu'on peut étendre au B2C lorsqu'on vend en B2C, mais une des grandes formes des plateformes digitales en B2B, c'est la flexibilité dans la gestion des volumes. On l'a dit, on a quand même des afflux de volumes croissants en VO, du fait de l'augmentation des formules locatives. Sur la LLD également, les restitutions augmentent progressivement chaque année de 5 à 10%. C'est vrai que le fait de pouvoir le vendre en digital directement en B2B, même si on n'a pas le reconditionnement, ça nous permet une flexibilité en termes de délai de vente, donc de faibles coûts de stockage, de moindre infrastructure logistique qui est énorme. Qui est en moyenne de combien sur la plateforme, en moyenne, on est à 15 jours de délai de vente. C'est pas le cas de tous les professionnels. Et pour nous, vous, on est autour de 20 jours. De revente, donc ça reste très acceptable par rapport à ce qui se fait, mais je rejoins tout à fait ce que disait Berislav aujourd'hui. Je pense que le nœud stratégique aujourd'hui dans les réseaux et des constructeurs, effectivement, c'est la valorisation des produits, la valorisation rapide des produits à l'achat, et au mieux, disons, et la bonne valorisation quasiment immédiate aussi du pricing sur la revente. Et on travaille, nous, pourtant sur un métier complètement décalé au départ, on travaille totalement sur ces axes-là. Comment pricer de manière quasiment immédiate, faire le meilleur prix de reprise, effectivement, pour améliorer la compétitivité de nos partenaires sur le pricing à la reprise, et comment leur délivrer quasiment immédiatement aussi un pricing B2C, un pricing B2B de manière concomitante. Là, c'est l'enjeu stratégique, et beaucoup de groupes de distribution y travaillent aujourd'hui. Aramis, plutôt précurseur en la matière, vitesse de vente plutôt rapide, plutôt bien maîtrisée. Je sais bien. C'est pour ça que vous me posez la question. On est dans cette maîtrise-là. Mais je donne pas de chiffres. D'accord. Parce que c'est aussi la clé de votre succès de ne pas donner de chiffres. C'est les notions de performance, comme on donne pas nos marges, on donne les ventes, on donne les chiffres d'affaires, mais on donne pas on entretient le mystère. Mais c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. La rotation, c'est le nerf de la guerre. Donc déjà, faut la connaître, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent pas très bien. Et nous, on a fait beaucoup d'erreurs aussi, notamment au début. Donc déjà, il faut la connaître, il faut en être conscient. Et puis, et souvent, on voit que les moyennes sont décalées par un petit contingent de voitures qui sont très mal gérées ou qui dorment et qui... Les fameux fonds de cuve. Voilà. Donc voilà, mais c'est un problème important. Comment est-ce qu'on corrige ces défauts-là, justement ? Les fameux fonds de cuve, parce que ça, c'est un... Il faut aller sur le terrain, c'est un sujet en soi. Il faut les identifier, voire même les marquer physiquement pour faire prendre conscience aux gens. Voilà. Mais non, c'est un vrai sujet. Sur alors je reviens, on en a un petit peu abordé, je disais il y a VO et VO. Moi, c'est quelque chose qui me turlupine. Est-ce que, justement, dans des dossiers aussi importants que sont des dossiers entre guillemets étatiques que la prime à la conversion, est-ce qu'on peut considérer que la prime à la conversion, elle est la même pour une voiture qui a 10 km et une voiture qui en a beaucoup, beaucoup plus ? Alors, la prime à la conversion, elle est valable pour les voitures neuves et pour les voitures d'occasion. Oui. Non, mais c'est pas la même. Ah bah non. Ben non, mais donc, est-ce que le pricing est suffisant pour justement faire la marge entre les deux ? Je suis pas sûr de bien comprendre la question, en fait. Parce que la prime à la conversion, c'est 1 000 € ou 2 000 € si le ménage n'est pas imposable, que ce soit pour une voiture neuve ou pour une voiture d'occasion. Après, si votre question, c'est est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux favoriser les voitures reconditionnées de façon sérieuse par des professionnels ? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Mais parce que ça vous arrange ? Non, mais parce que est-ce qu'on veut, on veut que les véhicules, on veut que le parc émette moins de pollution. Et donc, si une voiture a été entretenue par un professionnel avant d'être vendue, c'est mieux que si elle est juste passée devant. Je vais vous poser ma question autrement, et puis je vous la pose à vous tous. Est-ce que, selon vous, l'État veut favoriser uniquement les voitures plus propres, et dans ce cas-là, on part, effectivement, il y a cette dimension où on peut également acheter une voiture récente qui n'est pas forcément une voiture neuve, ou est-ce que l'État a quand même, entre guillemets, pour mission, on sait qu'il est à 15% dans le capital de Renault, je ne sais plus quel est le pourcentage de PSA, mais quel est voilà, 15%,
10% chez PSA. Est-ce qu'on veut quand même également accélérer la vente de voitures? Et la vente de voitures, c'est les voitures qui sortent d'usine. Je crois pas. Là, vraiment, ils sont sur autre chose. Ils sont vraiment sur autre chose. Et c'est vraiment intéressant de voir que, indépendamment de toute opinion politique, Nicolas Hulot a eu le pragmatisme, alors qu'on aurait pu attendre une position un peu dogmatique, de rendre la prime de conversion éligible aussi pour les diesels. Parce qu'elle fait hurler dans son propre camp. Parce qu'il a compris qu'il valait mieux vendre des voitures récentes que des voitures neuves. Oui, pour dépolluer le parc. En plus, en ce moment, sans compter les normes de sécurité qui n'ont rien à voir non plus. Les constructeurs français vont très bien en ce moment. Donc ils n'ont pas non plus besoin forcément d'être... Il y en a en ce moment. On verra. Bon, on verra un peu la suite. Mais bon, de toute façon, en tout cas, l'État a apporté son soutien. Peut-être un dernier mot, une conclusion sur le VO. On voit bien que le VO se digitalise peut-être même plus vite que le VN aujourd'hui, parce que pour réussir à répondre aux demandes de clients qui sont vraiment virevoltantes, ils sont perdus aujourd'hui en termes de notions, parce que tous ces messages sont quand même polluants souvent. On voit bien ça dans les forces de vente. On voit bien ça sur les call centers également B2B. On a besoin de pédagogie, d'explication au client, et le client, à un moment donné, il fait aussi un choix économique. Donc la bonne nouvelle, c'est que si on a des outils, des datas, des statistiques de mieux en mieux gérées, on peut quand même ajuster ses stocks et mieux ajuster l'offre et la demande. Et c'est vrai que là, on a des gains de productivité sur le VO qui sont assez exceptionnels depuis 3 ans en la matière. Bien, eh bien ce VO, on le suivra puisqu'il est là quand même pour nous mener et pour peut-être nous faire changer de mentalité. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans Mobility TV.